Bonjour chers amis de Télésud, je suis très heureux de vous retrouver après ces vacances qui, je l'espère, ont été agréables pour vous tous et heureux également de vous retrouver en compagnie de Jean-Marc Sylvestre pour parler de la situation de l'économie qui n'est pas partout des plus brillantes. Alors Jean-Marc, commençons par la France. Bonjour d'abord. Bonjour Jean-Marc, commençons par la France. Les difficultés paraissent a priori s'accumuler sur le gouvernement, sur la législature, à propos de la hausse des coûts de l'énergie. Enfin, il y a différentes raisons. La hausse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est le début d'une grande crise économique en Europe ? Écoutez, c'est vrai qu'on trouve une France en cette rentrée qui est dans une situation qui est bien différente de celle qu'on avait cru laisser au début des vacances. On sortait au moment des vacances. Enfin, au moment des vacances, on était encore dans cette espèce d'euphorie de l'après-Covid, avec un phénomène de rattrapage, d'activité économique assez forte, soutenue, avec même des secteurs économiques entiers qui étaient sous tension en matière d'emploi, par exemple, avec beaucoup d'entreprises qui cherchaient des salariés et qui avaient des carnets de commandes très tendus. Et là, on se retrouve à la rentrée avec des discours politiques notamment qui sont très inquiétants de par ce qu'ils annoncent, pour ne pas dire angoissants. Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a réouvert le commerce de la peur, quelque part. On se retrouve un peu dans l'ambiance au début du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on s'imaginait que le Covid allait provoquer une catastrophe mondiale avec des difficultés insurmontables sur le plan économique, social et politique. On est aujourd'hui en France dans un discours qui est envahi par des propos de responsables politiques et principalement de responsables politiques qui sont fortement inquiétants et qui s'appuient essentiellement sur, une hausse des prix qu'on ne maîtrise pas, 2, une crainte de récession, et 3, plus grave, une crainte et une perspective de pénurie en matière de certains produits, notamment de l'énergie. Alors, la crainte de la récession, elle est fondée, puisque la crainte de la hausse des prix, elle est fondée, puisque nous avons une hausse des prix qui est importée par les produits énergétiques, notamment le gaz, le pétrole et l'électricité d'une certaine façon. Pour des raisons un peu différentes. Le gaz, parce qu'il y a des restrictions de la part du principal fournisseur de gaz, qui est la Russie, et qui a entamé un processus de sevrage, finalement, du monde occidental, et notamment de l'Allemagne, de l'Europe. Le pétrole, parce que le pétrole est indexé sur les prix du gaz, et que le pétrole bénéficie encore de la hausse liée à la demande, avec des producteurs de pétrole qui ont saisi l'occasion, là, pour plutôt limiter l'offre de façon à pouvoir soutenir les prix. Et puis l'électricité, parce que l'électricité dépend en partie des fournitures de gaz, parce que beaucoup d'électricité est fabriquée par des centrales à gaz ou des centrales diesel, et puis du nucléaire français, puisque la moitié de notre parc nucléaire français est en carafe, il est en panne. Alors là, mention particulière pour EDF. Comment peut-on arriver à avoir un parc nucléaire dont la moitié est en panne ? Est-ce qu'il y a eu un tribunal ? Est-ce que les gens ont été jugés ? On arrive à cette situation en accumulant un certain nombre d'erreurs d'ordre stratégique, technique, d'expertise, des erreurs de jugement et puis des erreurs politiques aussi, idéologiques, puisque pendant à peu près 20 ans, on a abandonné complètement nos stratégies nucléaires, non seulement nos stratégies de développement nucléaire, alors que nous étions les champions du monde en matière de technologie et de fourniture. On l'a complètement abandonné, et on a aussi abandonné l'entretien des centrales existantes, puisque là, on avait programmé, sous le quinquennat de François Hollande, qui a été repris aussi par le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a abandonné l'entretien des centrales nucléaires, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on a mis à l'arrêt à peu près la moitié des réacteurs existants, ce qui fait que nous sommes en situation de risque de pénurie d'électricité, risque de pénurie, de hausse des prix sur le gaz et aussi sur le pétrole,
et puis de pénurie en matière d'électricité. Alors tout ça, effectivement, nourrit une espèce d'angoisse pour l'hiver prochain, dans la mesure où on craint de ne pas avoir les fournitures suffisantes pour pouvoir satisfaire la demande des entreprises qui est très forte, puis la demande aussi des particuliers qui veulent pouvoir utiliser leur télévision à 20h le soir et avoir leur chauffage à 20 ou 22 degrés, etc. Alors ça ouvre la voie à un tas de spéculations, d'angoisses, de fantasmes sur les risques de pénurie, etc. Bon, tous ces gens-là n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, vous et moi, c'est-à-dire les effets du premier choc pétrolier. En 1972-74, enfin en 1974, oui, il y a eu une pénurie de pétrole avec des efforts qui ont été sereinement annoncés, sereinement gérés pour pouvoir limiter la consommation de pétrole. Là, j'ai l'impression quand même qu'on parle un peu dans tous les sens et qu'on fait peur à des populations qui auraient besoin de beaucoup plus de sérénité. Ils auraient surtout besoin d'une visibilité stratégique. On n'a pas de visibilité stratégique sur ce que veut la France. Est-ce qu'elle veut être souveraine en matière d'électricité, moyennant quoi il faut qu'elle nous annonce la confirmation d'une reprise claire et nette d'un grand plan d'équipement nucléaire, qu'elle nous annonce claire et nette des négociations pour pouvoir trouver des fournitures alternatives en matière de gaz et de pétrole, mais il faut aussi qu'elle nous donne des informations techniques sur la façon dont ça va se passer et sur la façon dont on va payer tout ça. Pour l'instant, on a un bouclier tarifaire, c'est-à-dire que le gouvernement va intervenir en puisant dans les caisses de l'État pour éviter que les particuliers n'aient à payer trop cher leurs tarifs d'électricité ou leurs tarifs de gaz. Mais est-ce qu'on pourra échapper à la pénurie? Je n'en sais rien. Et ce qui est très étonnant dans la situation actuelle, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va dépendre vraisemblablement d'un seul facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Si l'hiver est rude, oui, on consommera beaucoup de chauffage. Si l'hiver n'est pas rude, on peut pouvoir continuer de vivre avec les stocks stratégiques. Si la guerre en Ukraine se poursuit et si on ne réussit pas à obtenir un dialogue constructif avec les dirigeants russes, oui, on va arriver à un blocage pénurique. Mais si on réussit quand même, entre le dialogue, le talent des diplomates et les rapports de force, à amorcer un début de détente, eh bien non, on échappera au pire. Mais l'opposition dans la nouvelle Assemblée n'a aucun intérêt à aller dans le sens du gouvernement et à essayer de calmer le jeu, de rassurer les Français. Oui et non. Elle a effectivement pas très intérêt puisqu'elle vit sur un logiciel d'opposition, mais elle ne peut pas non plus faire de l'opposition systématique au gouvernement si ça gêne et si ça perturbe ses propres électeurs. Elle a quand même beaucoup d'électeurs qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des situations difficiles. Vous avez à peu près 5-6 millions de ménages en France qui sont dans des situations précaires et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui ont besoin de se chauffer, qui ont besoin de manger avec des pâtes alimentaires et des produits alimentaires qui n'arrêtent pas de monter. Ils ont besoin d'être aidés, ces gens-là. Donc l'opposition, oui, elle peut faire de l'opposition, mais elle ne peut pas quand même s'opposer à ce qu'on aide ces gens-là. Mais quand vous dites aide, ce sont des subventions, c'est de l'argent de l'État. L'État n'a pas d'argent, est endetté, s'endette tous les jours pour payer des dépenses courantes. On est dans une situation absolument ubuesque. Ubuesque parce que les montagnes de dettes s'accumulent. Pour l'instant, on s'est beaucoup endetté à des taux zéro. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on s'endette aussi en sachant qu'on a des recettes fiscales correspondant aux bénéfices réalisés par l'inflation, parce qu'un des bénéficiaires de l'inflation, c'est aussi l'État. Quand vos prix alimentaires, quand l'essence augmente, quand le pétrole augmente, quand tous les produits augmentent, le montant de la TVA, qui est un pourcentage du prix du produit, augmente. Les recettes fiscales ont augmenté d'une 20aine de milliards là, depuis le début de l'année par rapport à ce qu'elles étaient prévues. Ces 20 milliards-là permettent effectivement de payer une grande partie des aides et des subventions. On les rend aux consommateurs. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe de rembourser les dettes antérieures plutôt que de les rendre aux consommateurs. Mais toujours est-il qu'on pallie au plus pressé. On répond au plus pressé. Quant à la hausse de la dette, elle peut effectivement être
inquiétante dans la mesure où un des moyens utilisés par les banques centrales va être d'augmenter les taux d'intérêt. Il y a eu une réunion très importante à Jackson Hole qui chaque année, qui est un peu la Mecque des banquiers sociaux, où les banquiers sociaux ont considéré, les banquiers centraux ont considéré qu'il fallait qu'ils se battent aujourd'hui contre leur ennemi numéro un, c'est-à-dire l'inflation. Et le moyen de se battre contre l'inflation, c'est de monter les taux d'intérêt. Monter les taux d'intérêt, ça apaise l'activité. En apaisant l'activité, on diminue la chauffe, on diminue les machines, on ralentit un peu les systèmes. Et en ralentissant les systèmes, on ralentit la demande de gaz, d'électricité, de pétrole. Donc on ralentit un peu la hausse des prix. Et Mme Lagarde est sur cette ligne-là. Alors Mme Lagarde est très prudente. Mme Lagarde n'était pas à Jackson Hole. Elle s'était fait représenter. J'imagine qu'elle se réservait la possibilité d'interpréter les dispositions qui étaient plus ou moins données par la Banque centrale américaine et notamment Jérôme Powell, pour avoir une situation un peu plus nuancée. Madame Lagarde est assise entre deux chaises. Une chaise allemande qui plaide encore aujourd'hui pour la rigueur, une chaise plus latine, dont la France, l'Espagne et l'Italie, qui souhaiterait qu'on n'étrangle pas l'activité économique, parce que si on étrangle l'activité économique, on risque d'avoir un certain nombre d'ennuis. Mais si vous voulez, les deux mots sont à peu près équivalents. Si vous avez la hausse des prix, vous avez la révolte devant les boulangeries et devant les hypermarchés. Si vous avez un peu de récession, vous aurez du chômage. Donc il va falloir choisir le moindre mal. Oui, ça nous annonce une rentrée et une année sportive. Oui, ouais, absolument. Et pensez-vous que lorsque Vladimir Poutine a lancé son opération spéciale, enfin cette guerre contre l'Ukraine, il avait déjà pris en compte tous les désagréments qui allaient s'abattre sur l'Europe et le reste du monde, la hausse des prix, des matières premières, du blé. Écoutez, moi je ne vais pas faire le malin pour vous dire qu'il avait tout prévu et que c'est une stratégie qu'il avait mûrie de longue date. Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'il ait tout prévu et qu'il ait une stratégie de longue date parce qu'elle va mener à sa perte. Je crois que c'est inéluctable qu'elle mènera à sa perte parce que je ne vois pas comment il peut revenir. Il a besoin du jeu international et je ne vois pas comment il peut ramener son pays, qui est un grand pays, dans le jeu international avec la situation qu'il a créée. Alors, est-ce qu'il avait tout créé ? Je sais que ce qu'il avait préparé et prévu, c'était de mettre son pays comme un des grands fournisseurs d'énergie du monde, à la fois du monde occidental, l'Europe, et là, il avait dealé magnifiquement bien avec les Allemands. Avec Angela Merkel et Gerhard Schröder. Oui. Gerhard Schröder, puisqu'il avait co-construit avec l'Allemagne des gazoducs qui permettaient de brancher l'Allemagne sur le gaz russe, et ce qui permettait à Madame Merkel de s'affranchir du nucléaire et de faire plaisir à une partie de sa majorité qui était les Verts et les écolos. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était une erreur colossale, fatale. Tous les éditorialistes, tous les commentateurs le reconnaissent aujourd'hui. Ce qui est un peu gênant, c'est que quand elle est partie, il lui tissait des couronnes à Mme Merkel en disant que ça a été la plus grande chancelière qu'ait connue l'Europe et qu'elle a fait un travail formidable. Non, elle n'a pas fait un travail formidable sur l'énergie et on s'en aperçoit aujourd'hui parce que le modèle économique allemand va devoir changer. Sa fonction de production va devoir changer. Elle va devoir s'habituer à avoir une énergie plus chère et moins facile. Je fais juste une parenthèse pour dire que Vladimir Poutine, lui aussi, pensait qu'en 3-4 mois, l'affaire d'Ukraine serait pliée. Alors, et Vladimir Poutine pensait, lui, que ses forces armées qu'il avait financées avec le produit de sa rente pétrolière seraient pliées. Il s'est trompé. Voilà. Oui. On ne sait pas comment les choses peuvent se... Et où est passé l'argent les milliards de roubles et de dollars qu'il a dépensés pour son armée?
C'est la question qu'il faut qui n'est pas entraîné, qui est sous-équipé, qui n'est pas organisé. Se poser. L'argent, il a été effectivement dépensé pour des infrastructures militaires, du matériel militaire, des implantations militaires. Ça a été dépensé, mais ça n'a pas été dépensé pour le peuple russe. Les écoles ne sont pas meilleures, le système social n'est pas amélioré, les logements sociaux, les retraites ne sont pas payées, etc. etc. Donc il y a un vrai problème. Et l'armée ne fonctionne pas non plus. Et l'armée ne fonctionne pas. Alors, passer l'argent, je ne sais pas, il faut peut-être aller voir du côté des oligarques, parce qu'il y avait quand même pas mal de pertes en ligne, comme on dit, non? C'est comme ça qu'on... Oui, de pertes en ligne, sous forme de propriété, de YAC, de prise de participation à droite à gauche. Je ne sais pas où... Je pense que ça va s'éclaircir. Et est-ce que la Banque Centrale Européenne, là, va agir de concert avec les États-Unis pour ce qui concerne la hausse des taux, enfin, ou la maîtrise de l'inflation? Je pense que la Banque Centrale Européenne, qui a déjà fait un tout petit pas, en fera un deuxième, septembre-octobre, après la Banque Centrale Américaine, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. On ne peut pas conserver un décalage entre les deux zones monétaires les plus importantes du monde. Je crois qu'il faut contrôler avec les taux d'intérêt le mécanisme de change entre l'euro et le dollar. Je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent de la voir baisse de l'euro baisser, parce que je faisais partie de ceux qui, au moment du lancement de l'euro, considéraient qu'il était beaucoup trop surévalué. Et Dieu sait si on n'a pas reproché aux Allemands de nous avoir mis un euro trop fort et insupportable. Et ça me fait encore sourire de voir aujourd'hui des Français qui disent « Ah, mais l'euro est faible, c'est une faible d'affaiblissement ». Il n'est pas plus faible qu'au moment de son lancement en 2002. Alors, vous qui êtes professeur d'économie, certains de nos téléspectateurs s'étonnent de constater que au sein de la zone euro, il y a des différences de traitement entre différents pays. Il y a certains qui empruntent à tel taux et d'autres à un autre taux. Et ces personnes se demandent pourquoi y a-t-il justement des taux différents selon les pays alors que c'est la même organisation, quoi. Alors, c'est une bonne question. Il y a des différentiels de taux parce que ces différentiels de taux traduisent des différences de risque. C'est ce qu'on appelle le spread. C'est le spread de risque. Vous avez moins de risques, a priori, à investir et à prêter de l'argent aux Allemands parce que vous savez qu'ils ont une structure budgétaire assez solide avec une industrie qui a sans doute des défauts mais qui est relativement forte, qu'à des Italiens dont les banques sont fragiles, dont la gouvernance est incertaine et fragile, la stabilité politique et la France bénéficie d'un spread qui lui est relativement favorable, non pas parce qu'elle a une structure budgétaire très solide, parce qu'on a une structure budgétaire quand même qui est très déséquilibrée, mais parce qu'on a une capacité formidable en France, reconnue dans le monde entier, à payer des impôts. Et ceux qui garantissent finalement la dette, ce sont les contribuables. Oui, les bons contribuables sont donc récompensés indirectement. Les bons contribuables sont récompensés indirectement par des taux d'intérêt qui sont relativement plus bas que dans la zone sud de l'Europe. Et comment jugez-vous la gestion de cette crise, qui n'est pas terminée, loin de là, par le président Macron après sa réélection? Est-ce qu'il s'en est suffisamment occupé? Est-ce qu'il a les capacités intellectuelles de suivre cette affaire très complexe? Écoutez, je pense que oui. C'est pas parce qu'il a été banquier quelque temps que mais ça en fait un économiste. Oui, moi je pense que, franchement, je vais pas participer à ce concert de critiques. Je crois qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les personnes qu'il a. Je crois que la crise du Covid a été relativement bien gérée. Au total, je ne crois pas qu'il était possible de faire autre chose que ce qu'il a fait, c'est-à-dire de soutenir l'économie de façon à protéger les actifs de production, tous les actifs de production, pour qu'ils puissent redémarrer très vite après. L'erreur qu'il a faite, mais il était contraint politiquement sans doute de la faire, c'est de ne pas avoir pris des mesures compensatoires pour faire des économies de fonctionnement. Qu'on investisse, qu'on emprunte, c'est pas grave. Mais qu'on investisse et qu'on emprunte pour payer l'électricité ou les salaires des chauffeurs dans les ministères, c'est pas bien parce qu'on ne le retrouve pas, ça ne crée pas de valeur. Il parle beaucoup de réformes. Il parle effectivement beaucoup de réformes structurelles. Et je rappelle quand même qu'on va avoir besoin de réformes structurelles importantes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, de parler d'une situation qui est liée à une conjoncture particulière. Le prix du gaz, il finira bien par baisser quand on aura rétabli un peu les équilibres, le pétrole aussi. Mais nous avons des facteurs structurels à long terme
pour penser qu'on va avoir une inflation sur le long terme. Ces facteurs structurels, c'est quoi? C'est un changement de paradigme pour la mondialisation. Aujourd'hui, enfin depuis à peu près 30 ans, on a fait de la mondialisation pour pouvoir, qui se résumait finalement, on fait fabriquer dans les pays émergents à faible coût de main-d'œuvre pour pouvoir rapatrier des produits qu'on va vendre dans les pays occidentaux et à ce moment-là distribuer du pouvoir d'achat. On a distribué, grâce à la mondialisation, du pouvoir d'achat pour les occidentaux, c'est-à-dire pour les Français, les Américains ou les Allemands. Cette mondialisation-là risque de changer. Pourquoi? Parce qu'il va devenir de plus en plus difficile à des investisseurs occidentaux de mettre de l'argent dans des pays qui ne respectent pas les règles de l'économie de marché. La Chine. La Chine, la Russie, peut-être un certain nombre d'autres pays, peut-être en Afrique où ça va être un peu compliqué à gérer. Donc il va y avoir ça. Et vous avez déjà aujourd'hui des grands fonds d'investissement, je pense à BlackRock par exemple, qui ont sommé leurs dirigeants de veiller exactement aux conditions juridiques. Mais il n'y a pas que des conditions morales là-dedans, il y a des conditions juridiques, il y a des conditions de sécurité. Quand vous avez des gens qui ne respectent pas le code du travail, c'est une chose. Quand vous avez des gens qui ne respectent pas le code du commerce et la réciprocité des accords, ça va être une chose. Donc la mondialisation, le Made in France, va forcément coûter plus cher que le Made in China. Forcément. Donc il va falloir que le consommateur s'y habitue. Il y a un deuxième facteur, c'est la mutation écologique. Lorsque vous vous mettez à chercher des alternatives au pétrole, aux énergies fossiles, pour décarboner les systèmes, à moins que vous optiez comme certains écologistes un peu radicaux français, enfin un peu beaucoup, pour la décroissance, c'est-à-dire bon, on reste sous sa couette chez soi et puis on a besoin de chauffage. Ok, mais on ne fait rien, on travaille pas. Mais si vous optez pour le maintien d'un niveau de vie, le maintien d'une croissance, le maintien d'utilisation de votre téléphone portable qui est devenu totalement indispensable, il va falloir trouver des énergies alternatives, il va falloir faire de la productivité. Et ça va coûter cher. Et parce que les autres énergies coûtent cher et il va falloir y passer. Donc vous avez deux facteurs de hausse structurelle à long terme, sur le long terme. Le changement de paradigme, le changement de logiciel sur la mondialisation, qui ne va pas être complet, mais qui va être partiel, et le changement en termes de mutation énergétique, compte tenu de la rapidité avec laquelle on veut changer. La gouvernance va devenir de plus en plus complexe dans ces conditions. La gouvernance politique va devenir de plus en plus complexe, parce qu'elle doit faire face, d'une part, à la raison, à la rationalité, et d'autre part, à la passion, et aux intérêts immédiats. Par exemple, en France, l'opposition a annoncé pratiquement la guerre totale à la rentrée à l'Assemblée. Donc, ça n'est pas très constructif. Non, mais bon... Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle si elle considère que son argument marketing politique est de dire ça pour pouvoir garder ses électeurs. Les partis politiques sont des petites entreprises. Ils ont des clients. Oui. Donc, elles disent ce que leurs clients veulent entendre. Si M. Mélenchon dit ce qu'il dit, c'est parce que ses clients veulent entendre ce qu'il dit. Mais ils n'ont pas une conception de l'intérêt général. Ils n'ont pas de conception globale, ils n'ont pas de conception de l'intérêt général, ou alors ils veulent imposer leur propre conception de l'intérêt général à l'ensemble, ce qui est actuellement contradictoire avec leur philosophie, mais c'est comme ça. Et puis, par ailleurs, ils n'ont pas la conscience du long terme. Ils ont un horizon de fonctionnement... Qui est la prochaine élection. Qui est la prochaine élection. On a tout compris. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir accepté de revenir sur le plateau de Télé Sud pour cette rentrée. Donc, nous nous retrouvons bientôt, la semaine prochaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.